Le 7 octobre 2025, l'Agence spatiale européenne a diffusé la première photo officielle de 3I Atlas, un objet interstellaire surpris en train de frôler Mars. Toute la planète guettait une découverte majeure. Au lieu de cela, on n'a vu qu'un point flou et indistinct, suivi d'un silence radio de 4 jours de la part de toutes les grandes agences spatiales. Pourquoi la NASA, la Chine et les Émirats arabes unis ont-ils retenu leurs clichés les plus nets, alors que l'ESA seul s'est efforcé d'expliquer une composition chimique qui défie toute logique? Une trajectoire d'une précision presque surnaturelle, une chevelure presque entièrement composée de dioxyde de carbone. Si 3I Atlas n'était qu'un énième comète ordinaire, pourquoi chaque explication en engendre-t-elle 10 de plus? Et que savent ces 7 engins spatiaux que nous ignorons? Voici le récit caché derrière les clichés qui ont tout bouleversé. Le 2 octobre 2025, peu après 9 h du matin à l'heure locale de Mars, la caméra Skycam du rover Perseverance a capturé une image censée n'avoir aucune importance. Skycam est un capteur couleur à grand champ, conçu pour surveiller la poussière, les nuages et l'horizon martien, pas pour traquer des intrus venus des confins de l'espace. Mais pendant que le monde patientait en attendant des vues haute définition depuis l'orbite, c'est cet appareil modeste qui a repéré le premier indice net de 3I Atlas au voisinage de Mars. Le fichier brut officiel, publié plus tard par la NASA, révélait un minuscule éclat verdâtre entouré d'un cercle, sur fond du ciel martien délavé. Un point si discret que la plupart l'auraient ignoré sans la notation. Les chances de détection étaient minimes. La lumière du jour sur Mars est impitoyable, diffusant le soleil à travers la poussière et rendant les visiteurs cosmiques ténus quasi invisibles. Le détecteur de Skycam, affiné pour les panoramas terrestres, peinait à isoler quoi que ce soit au-delà des reliefs les plus vifs. Pourtant, Mallory Lefeland, responsable de l'équipe de quart du rover, a insisté pour maintenir l'appareil en activité. Elle estimait qu'une prise même approximative pouvait entrer dans l'histoire, d'autant plus avec la paralysie budgétaire du gouvernement américain qui menaçait de stopper toutes les opérations non vitales. Son initiative a porté ses fruits. Cette image horodatée à 9 h 18 h locale martienne est devenue la première preuve concrète que 3I Atlas avait pénétré le secteur de Mars. Aucun autre instrument sur la planète n'était prévu pour balayer l'ensemble du ciel en plein jour. Tandis que les sondes orbitales et les caméras scientifiques attendaient l'alignement idéal, le champ large de Skycam a permis de saisir l'imprévu. Le résultat n'était pas reluisant. Une tache granuleuse à peine distincte du bruit de fond, mais indéniable. Ce seul cliché, recueilli par un outil destiné à la météo, a posé les bases de la série d'observations ultérieures. La quête de réponse disposait désormais d'un point de départ tangible. Une vraie photo prise depuis la surface d'une autre planète, montrant un objet interstellaire dans le ciel de Mars. Le 3 octobre 2025 a vu un alignement exceptionnel au-dessus de la planète rouge. 7 vaisseaux spatiaux, chacun expert dans son domaine, se sont retrouvés idéalement placés pour scruter 3I Atlas, alors qu'ils filaient à moins de 30 millions de kilomètres de Mars. Ce n'était pas un survol banal. C'était une réunion fortuite d'instruments, chacun préparé pour une unique opportunité face à un hôte interstellaire. IRISE, la caméra haute résolution du Mars Reconnaissance Orbité, excelle dans les cartes détaillées des reliefs martiens, assez précises pour repérer les traces d'un rover. Son angle de vue reste toutefois étroit. Intercepter un comète en mouvement à cette distance relevait du défi acrobatique. Cassis à bord de l'ExoMars Trace-Gas Orbité offrait une plus grande souplesse. Son imagerie panchromatique pouvait accumuler les pauses, sacrifiant la netteté pour capter des cibles diffuses et mouvantes. Themis sur Odyssey, sensible aux longueurs d'onde infrarouges, visait une signature thermique, mais les probabilités étaient faibles. La plupart des comètes échappent à ces senseurs, sauf si elles émettent activement gaz ou poussière. Mars Express apportait 2 spectromètres, OMGA et SPICAM, tous deux pensés pour cartographier les minéraux de surface et les gaz atmosphériques. Leur atout résidait dans l'analyse fine de la composition de la chevelure, à la recherche d'empreintes révélatrices de dioxyde de carbone, d'eau ou d'éléments plus exotiques. Nomade, un 3e spectromètre sur le Trace-Gas Orbité, était chargé d'extraire les moindres traces de composés volatiles, susceptibles de trahir les origines extraterrestres du comète. L'orbiteur chinois Tianwen a ajouté des outils multispectraux et radars, uniques pour sonder à la fois la matière et la forme si l'angle le permettait. La sonde Taube des Émirats arabes unis, orbitant plus haut autour de Mars, fournissait une surveillance en ultraviolet et optique, réactive aux variations globales de luminosité et de contour de la chevelure. Chaque appareil rencontrait ses propres obstacles. Une brillance des milliers de fois inférieure aux objectifs habituels, le suivi d'un point se déplaçant dans le ciel et un temps d'exposition contraint. Pourtant, pendant quelques heures, Mars s'est imposé comme le poste d'observation optimal du système solaire. L'ensemble des capteurs, des images haute définition au spectromètre, était paré pour un ensemble de données irréalisables à reproduire.
Dans cette brève opportunité, l'enjeu était évident. Si une irrégularité ou une surprise devait émerger, c'était le instant où les orbiteurs et sondes du monde entier la débusqueraient. La publication publique de l'ESA est arrivée le 7 octobre. Plutôt qu'un portrait net, le public a reçu une animation en boucle, un point flou et indistinct glissant sur fond noir, nimbé d'une brume à peine visible. C'était le travail de la caméra Cassis en action. L'équipe de travail sur l'orbiteur de gaz trace ExoMars a orienté ses instruments vers la trajectoire prévue de la comète 3, Atlas, lors de son passage près de Mars. La difficulté était considérable. Selon Nick Thomas, le responsable principal pour Cassis, ce corps céleste était au moins 10 000 fois plus faible en luminosité que les cibles martiennes habituelles suivies par son groupe. Pour prévenir toute altération du signal, Thomas a restreint les pauses à 5 secondes par image. Une décision prudente qui privilégiait la fiabilité des informations au détriment d'effets visuels spectaculaires. Le GIF final condense des heures de labeur en quelques instants de mouvement, chaque cadre saisissant une cible à la limite de la détection. L'animation ne révèle pas le noyau de la comète, qui demeure indistincte même à cette distance, mais sa chevelure, une enveloppe pâle de gaz et de poussière s'étendant sur plusieurs milliers de kilomètres. La brillance de la chevelure diminue vite, se fondant dans le bruit de fond avant qu'une queue ne apparaisse. L'analyse spectroscopique, essentielle pour décrypter la composition, a été qualifiée d'incertaine dans le communiqué de l'ESA. Les données brutes, ainsi que tous les produits de niveau 1, sont conservés sous l'embargo standard de 6 mois de l'agence. Seule cette version préliminaire traitée est accessible au public, servant de repère en attendant une étude plus approfondie en cours. Les pratiques de communication scientifique exigent de présenter quelque chose, mais la vérité est que la majeure partie de ce que Cassis a enregistré reste invisible pour l'instant. Le bureau de presse de l'ESA a plaidé pour une image plus impactante, mais Thomas a tenu bon. Pas d'étirement artificiel, pas de contraste exagéré. Le danger d'une mauvaise interprétation était trop grand, particulièrement avec les rumeurs circulant sur une chimie inhabituelle et d'éventuelles irrégularités. Pour le moment, la seule vue officielle est cette animation discrète. Un enregistrement modeste, mais essentiel d'un visiteur interstellaire au niveau de Mars. La communauté scientifique attend, consciente que les réponses véritables sont enfouies dans des données qui ne seront révélées que dans quelques mois. Le 4 octobre 2025, les responsables de mission de la NASA, de l'Agence spatiale européenne, de la CNSA chinoise et des Émirats arabes unis se sont réunis pour une visioconférence confidentielle. Cette réunion n'était inscrite sur aucun agenda public et aucun procès-verbal n'a été divulgué, mais ses conséquences ont été immédiates. Pendant les 3 jours suivants, toutes les agences observant Mars ont gardé le silence. La seule publication provenait de l'Agence spatiale européenne. Une animation prudente unique et un communiqué écrit qui évitait les détails précis. La NASA a invoqué l'arrêt de l'administration américaine comme motif pour ces mises à jour limitées, mais cette justification ne s'appliquait pas aux partenaires européens ou asiatiques. La Chine et les Émirats arabes unis, fonctionnant sous des contraintes politiques distinctes, n'ont fourni aucune explication. Au sein de l'Agence spatiale européenne, la tension était évidente. Les équipes de communication désiraient une révélation spectaculaire, à la hauteur des attentes du public pour une rencontre interstellaire historique. Mais les responsables des risques et les scientifiques en chef ont résisté, utilisant un vocabulaire généralement réservé aux événements de défense planétaire. Données préliminaires anormales, risque de mauvaise interprétation, nécessité d'un examen interagences. L'expression « spéculation médiatique » l'emportant sur la confiance publique figurait dans plusieurs notes internes. Dans les jours qui ont suivi, les projets de déclaration ont été modifiés et remaniés, chaque référence à une chimie atypique ou à des effets optiques inexpliqués étant remplacée par des affirmations neutres sur l'analyse en cours. Ce mutisme ne concernait pas seulement ce qui était affiché. Il portait sur ce qui était retenu. L'Agence spatiale européenne a placé les données brutes de Cassis sous embargo standard de 6 mois, mais même les statistiques résumées sur la polarisation et la spectroscopie ont été réduites à l'essentiel. Les équipes du Mars Reconnaissance Orbité et de Persévérance de la NASA n'ont rien diffusé au-delà de la frame annotée de la Skycam, renvoyant toutes les questions au siège. Le Tianwen-1 chinois et la sonde Hope des Émirats arabes unis, tous deux équipés pour des données spectrales et radars uniques, n'ont posté aucune mise à jour, pas même une confirmation d'observation tentée. Le flux habituel de la science, fichiers bruts, aperçus rapides, journaux d'ingénierie, s'est interrompu net. Les analystes en politique spatiale ont repéré ce schéma. Des agences concurrentes coordonnent rarement leur silence, surtout quand une découverte majeure est en jeu. La dernière occurrence similaire remontait au survol d'astéroïdes impliquant la défense planétaire, où des données précoces risquaient de provoquer panique ou confusion. Mais il s'agissait d'une comète, pas d'une menace. Alors, quelle irrégularité pouvait contraindre 4 agences aux priorités et rivalités divergentes à ne divulguer que l'aperçu le plus sûr?
Certains évoquaient le péril de mal interpréter des signaux faibles ou de susciter des théories folles sur des origines artificielles. D'autres soupçonnaient des désaccords plus profonds sur la validation et l'interprétation des premiers indices de chimie non standard ou de polarisation inattendue. Ce silence concerté a laissé la communauté scientifique dans l'incertitude. Les équipes de communication ont dû répondre à des interrogations sans fondement. Les astronomes amateurs ont tenté en vain de reproduire la détection de la Skycam, alimentant des rumeurs selon lesquelles la véritable histoire était cachée dans les fichiers sous embargo. Pour l'instant, la seule certitude résidait dans le fait qu'un élément des données préliminaires, qu'il s'agisse d'une erreur de calibration, d'une anomalie physique ou simplement de la crainte d'un tollé médiatique, avait persuadé les principales agences spatiales mondiales de temporiser. L'aspiration à une science ouverte s'était heurtée à un rempart de prudence, derrière lequel les données attendaient un arbitrage. Les probabilités n'avaient jamais favorisé 3I Atlas. La trajectoire de l'objet, déviée de seulement 5 degrés par rapport à l'écliptique, passant entre Mars en octobre et l'orbite de Jupiter en mars, défiait toute logique statistique. Le Bureau de la conscience situationnelle spatiale de l'ESA avait calculé les chiffres. La possibilité qu'un objet interstellaire aléatoire adopte cette configuration géométrique est inférieure à 1 sur 10 000. Cette voie en soi suscitait des interrogations, particulièrement avec le survol effleurant les coordonnées du signal WOW de 1977. Les mémos officiels balayaient ce chevauchement comme une coïncidence, mais l'improbabilité statistique alimentait les discussions parmi les scientifiques des missions. Les spectroscopistes se retrouvaient face à une énigme encore plus curieuse. Les premiers spectres croisés entre le VLT et le JWST révélaient des raies atomiques de nickel Ni intense, sans la moindre trace de fer. Chez les comètes, nickel et fer voyagent ordinairement ensemble, libérés des grains par la chaleur ou la lumière ultraviolette. Ici, le fer brillait par son absence, alors que les taux de production de nickel grimpaient à chaque rapprochement du Soleil. Le 21 août, le VLT enregistrait un débit de nickel proche de 10 puissance 22,7 atomes s, avec une loi d'échelle si abrupte, décroissant avec la distance héliocentrique à la puissance, et qu'elle surpassait tout comportement cométaire connu. Des analogues en laboratoire indiquent une piste unique. Le carbonyle de nickel, un composé volatile se formant dans des milieux riches en monoxyde de carbone et se décomposant sous une chaleur modérée ou la lumière solaire, libérant des atomes de nickel pur. Sur Terre, c'est un procédé industriel. Dans l'espace, c'est quasi inédit. L'absence de signature de carbonyle de fer et le manque d'émissions FEI laissaient l'équipe de chimie au DLR et à l'INAF à la quête d'explications naturelles cohérentes avec les données. La chevelure elle-même, échantillonnée par le JWST dans l'infrarouge proche, narrait un autre récit. Le dioxyde de carbone constituait 95% des gaz détectés, un ratio extrême et presque inouï. L'eau, pilier de la plupart des comètes, était à peine perceptible. Certains supposaient qu'une exposition interstellaire prolongée pouvait évaporer la glace d'eau, ne laissant que les volatiles plus lourds. D'autres se demandaient si cette proportion ne suggérait pas une intervention plus intentionnelle, comme un dégazage artificiel ou un usage de propergol, bien que aucune preuve directe ne corrobore ce saut. Pour l'instant, la chevelure riche en CO2 demeurait une empreinte chimique, rare mais pas exclue dans la nature. Les mesures optiques apportaient une ultime surprise. Le XIS et le VLTS-FS2 avaient tous deux capturé une polarisation négative extrême, de moins 4% ou plus aux longueurs d'onde rouge, bien au-delà des normes pour la poussière cométaire. Une polarisation négative implique que les grains de la chevelure diffusent la lumière d'une manière favorisant fortement la diffusion rétrograde, souvent associée à des particules fines riches en carbone ou à des agrégats métalliques. Chez les comètes du système solaire, les valeurs descendent rarement sous moins 2%. Ici, les relevés étaient presque le double, cohérents entre plusieurs instruments et angles de phase. Aucune erreur de calibration ne pouvait justifier les faits. Les chiffres résistaient face aux étoiles étalons et aux essais répétés. Dans l'ensemble, les indices dépeignaient un tableau loin de l'ordinaire. Une trajectoire hyperbolique aux alignements planétaires troublants, une chimie dominée par le nickel et le dioxyde de carbone, et des propriétés optiques repoussant les modèles physiques établis à leurs extrêmes. Chaque anomalie isolée pouvait passer pour une bizarrerie statistique ou une variante naturelle rare. Mais au fur et à mesure que les données s'accumulaient, la quête d'une explication conventionnelle unique devenait de plus en plus difficile à soutenir. Les fichiers sous embargo, spectres bruts, paramètres de Stokes et journaux d'ingénierie se muaient en cœur d'une énigme scientifique réclamant bien plus que des réponses routinières. Pour le moment, toute hypothèse devrait intégrer ces écarts. La trajectoire, la chimie et la lumière elle-même. Les chercheurs affrontaient un casse-tête exigeant un cadre cohérent. 4 modèles rivaux, chacun menant à une vérité distincte. Le premier, le plus prudent, considère 3I Atlas comme une comète naturelle à chimie exotique. Si c'est le cas,
Les spectres futurs devraient confirmer la prédominance du nickel et des gaz riches en dioxyde de carbone, tout en révélant des raies de fer ou d'eau cachées au fil de l'évolution de la chevelure. La seconde supposition voit l'objet comme un artefact ancien, une sonde ou un observateur peut-être en sommeil depuis longtemps. Cette vision colle à la chimie nickelée quasi-industrielle, mais jusqu'ici, aucune trace de structure ou de signaux artificiels n'apparaît. Seule une radar haute résolution ou un culbutage imprévu pourrait faire pencher la balance. Le troisième modèle imagine une plateforme de reconnaissance active, optimisant sa route pour des survols planétaires. La trajectoire cadre, mais aucun indice de télémétrie, de manœuvre de dégazage ou d'émission d'énergie n'émerge. Détecter un brusque changement de vitesse ou de luminosité après le périhélie serait l'épreuve décisive. Le dernier, le plus audacieux, postule un engin hybride masquant un noyau conçu dans une enveloppe naturelle. Cela justifierait l'aspect extérieur banal et la chimie anormale. Mais encore une fois, aucune preuve de comportement non trivial n'a émergé. Seule une déviation post-périhélie ou des fragments aux propriétés inattendues pourraient trancher. Le mouvement naturel pourrait le confirmer. Chaque hypothèse tiendra ou non en fonction des données à venir. Pour l'instant, les observations sont limpides, même si les conclusions demeurent floues. Le 29 octobre 2025, alors que 3I Atlas s'approche au plus près du Soleil, tout le système solaire interne se retrouve privé de visibilité. Depuis la Terre et Mars, l'objet se cache derrière le disque solaire, masqué par un rempart de plasma et d'éblouissement qu'aucun instrument optique ou radio ne peut traverser. Pendant 2 semaines, la zone du périhélie devient une zone d'ombre totale, effaçant la phase la plus décisive de tous les télescopes et sondes. Cette obscurité dépasse une simple gêne technique. Elle agit comme un voile providentiel au pic d'activité, lorsque les comètes ont le plus de chances de s'illuminer, de se désintégrer, ou, si l'objet n'est pas purement naturel, d'effectuer une manœuvre. Les responsables des missions n'ont d'autre option que d'attendre, conscients que tout virage imprévu dans la trajectoire ou l'émergence de fragments inédits passera inaperçu. La liste des vérifications au retour est précise. Suivre la route, détecter les écarts, évaluer la luminosité de la chevelure et balayer l'espace pour repérer d'éventuels satellites inattendus. Ce qui se produit dans l'éclat pourrait trancher en faveur d'une théorie ou d'une autre. Mais pour le moment, le flux de données s'interrompt et toute réponse devra patienter jusqu'au retour de la comète dans le ciel nocturne. Fin novembre offre la première chance de recapturer 3I Atlas après sa disparition solaire. La sonde JUICE de l'ESA, en route vers Jupiter, orientera sa caméra haute résolution JANICE et son spectromètre imageur MAGI vers la trajectoire estimée. La configuration est serrée, à moins d'1 degré de Jupiter dans le ciel, mais la sonde est idéalement placée pour saisir la chevelure si l'objet garde une brillance suffisante. Les données de JUICE ne parviendront pas sur le champ. Même les images préliminaires subiront un délai de 3 jours, et les produits scientifiques complets pourraient nécessiter jusqu'à 2 semaines pour les calibrations et contrôles qualité avant d'atteindre l'archive de sciences planétaires. Juno, en orbite polaire étendue, aura son tour mi-mars 2026. Le 16 mars, l'alignement de la sonde permettra à JunoCam d'examiner les jets d'émissions gazeuses ou les débris qui pourraient révéler des forces non gravitationnelles en action. La fenêtre d'observation est étroite et le traitement des données lent. Les images pourraient mettre 1 mois ou plus à être publiées. Les 2 équipes préparent des plans d'urgence au cas où 3I Atlas dévierait de sa route ou s'assombrirait subitement. Pour l'heure, le monde retient son souffle tandis que ses vigies lointaines activent leurs capteurs, dans l'espoir de saisir le chapitre suivant d'une saga qui a déjà bousculé les protocoles d'observation cosmique. Malgré l'alignement de cette sonde pour les relevés et la capture antérieure par la caméra céleste de Persévérance, NASA, la Chine et les Émirats arabes unis n'ont pas diffusé leurs images ni leurs résultats. Ce mutisme coordonné, reconnu lors d'une visioconférence interne le 4 octobre, est inhabituel pour des campagnes scientifiques internationales. Les informations disponibles indiquent une trajectoire avec une probabilité inférieure à 0,01% d'origine naturelle, une signature spectrale purement nickel, et une chevelure formée à 95% de dioxyde de carbone. Contrairement à toute comète répertoriée, les spécialistes s'accordent. La véritable essence de 3I Atlas reste non élucidée, les examens cruciaux repoussés après l'occultation du 29 octobre. Tandis que l'ESA et d'autres organismes se préparent à de nouvelles publications et que JUICE programme ses observations fin novembre, un élément domine. Le survol interstellaire le plus marquant depuis Oumuamua a suscité davantage d'interrogations que de certitudes. Et les prochaines photographies pourraient redéfinir notre compréhension des voyageurs venus des confins de notre système solaire.